provocateur, mais finalement, il faut le prendre dans le bon sens. Voilà, on sait que la rénovation peut faire encore plus que le neuf en termes d'impact bas carbone. Peut-on aller, comme il existe une réglementation environnementale sur le neuf, à une rénovation environnementale? Pour en parler, merci d'accueillir Marjolaine Meunier-Milfer, Madame la députée de l'Isère, présidente de l'Alliance HQE-GBC, qui a couru d'un étage à l'autre pour nous rejoindre. Alors, merci beaucoup, installez-vous. Monsieur Simon Davis, directeur AIA Environnement et vice-président de la Fondation AIA. Monsieur Laurent Arnaud, que je suis ravie également d'accueillir, qui est directeur du domaine bâtiment CEREMA, du CEREMA. Nicolas Jandot, directeur RSE de chez Gessina. Et enfin, monsieur Dominique Cotineau, délégué général de l'UICB. Alors, il me manque monsieur Jandot qui arrive. Laissez passer monsieur Jandot, qui arrive peut-être par là. Voilà, monsieur Jandot, je vous en prie, installez-vous, merci de nous rejoindre. Donc on le disait, Madame la députée, avancer vers la neutralité carbone, c'est agir sur la construction neuve, on l'a vu, mais et elle s'en est emparée avec la RE 2020, mais c'est surtout agir sur la rénovation, ça aura beaucoup plus d'impact. Alors effectivement, merci et bonjour à tous. D'abord, et vous avez raison, en fait, on sait bien que le neuf tire l'innovation, tire les progrès pour tous. Ça, c'est une réalité, on le sait. Et dans le même temps, la situation qu'on a en France, qui est que la moitié, pas loin, de l'énergie consommée en France et environ un quart des gaz à effet de serre, c'est le secteur du bâtiment. Bah, c'est en grande partie sur le parc existant que ça se joue. Vous le savez, vous avez toute la partie de consommation énergétique qui est problématique sur le sujet bâtiment existant. Et puis dans le bâtiment neuf, les ratios sont différents. On émet le plus de carbone, pas sur la consommation énergétique tout au long de la vie, surtout quand on utilise une énergie qui est complètement décarbonée, mais on l'émet au moment de la construction par les matériaux, etc. C'est cette transformation qu'a fait la RE 2020. Donc quand vous dites la rénovation, rénover bas carbone, c'est mieux que le neuf, je dirais rénover bas carbone, c'est comme le neuf. Ça suit le même chemin en fait. Et d'ailleurs, ça suit le même chemin dans le sens où jusqu'à présent, on avait des RT, donc réglementation thermique, qui étaient tournées vers la consommation d'énergie et presque exclusivement. Et maintenant, on voit bien qu'on est dans des réglementations environnementales qui intègrent les critères carbone et puis qui intègrent un autre sujet qui est en fait l'adaptation au changement climatique. Parce que ça aussi, c'est une autre évolution. Les auteurs du GIEC, ils ne parlent plus simplement de lutter contre le réchauffement climatique. Ils ont abandonné d'ailleurs le terme lutter contre le réchauffement climatique. Aujourd'hui, ils parlent de réduire l'impact du changement climatique, mais il est là, et de commencer à s'adapter aux conséquences du changement climatique. Donc c'était important que le secteur du bâtiment avec la RE 2020 se mette au diapason de cette évolution. On voit bien le degré d'adaptation sur la partie estivale. C'est une première brique, j'ai envie de dire, d'évolution dans le sens de l'adaptation au changement climatique dans les bâtiments neufs. Ce ne sera pas la dernière, il faut le craindre. En tout cas, c'est heureux qu'il y en ait d'autres derrière, mais les conséquences du changement climatique, elles vont être nombreuses et il faudra s'y adapter. Et puis c'est logique du coup que la rénovation, elle fasse le même chemin, c'est-à-dire qu'elle parte d'une rénovation qui est thermique, où la seule question qu'on se pose, c'est finalement la consommation d'énergie, en se disant demain, il faut aussi qu'elle soit bas carbone, parce qu'il n'y a pas de raison, d'autant que plus on va travailler sur une massification de la rénovation, plus on va avoir une matériaux en fait, recyclés, à réemployer, etc. Il faut qu'on regarde comment ces matériaux, ils finissent pas avec juste une logique mise à la casse, mais qu'on puisse bien essayer d'en tirer le meilleur parti possible pour le moins de carbone possible. Et puis demain, ça je vous l'annonce, il ne faut pas être grand clair pour l'imaginer, mais les perspectives, c'est que demain, la rénovation, elle sera aussi adaptative au changement climatique. Ce n'est pas encore dans nos cartes d'aujourd'hui, mais ce sera dans les cartes de demain, après-demain. Voilà. Bien sûr. Alors là, pour l'instant, on a un contexte qui encourage énormément cette rénovation énergétique. Mais vous, chez HQE-GBC, vous êtes donc emparé aussi de ce sujet de la rénovation environnementale. Et vous avez donc lancé une grande étude dont nous avons l'opérationnel. Alors peut-être quelques mots déjà de contexte. Non, vraiment, je ne veux pas, au contraire, parce que moi, j'ai juste eu le plaisir d'introduire l'importance du sujet. Mais pour rentrer dans la technique, je préfère vraiment laisser la main à Simon Davis.
Alors, rappelez-nous un peu, donc, vous êtes donc sur le contexte opérationnel de cette étude, vous êtes intéressé à la CV côté réno. Bonjour à toutes et tous. Effectivement, on est intervenu sur cette étude qui a duré à peu près 2 ans sur le thème de la rénovation bas carbone. Le projet s'appelle NZC Rénovation, comme Net Zero Carbone Rénovation. Il est financé par Redefco et bien sûr piloté par l'alliance HQE France GBC. Donc je tiens à saluer d'ailleurs toutes les personnes qui ont contribué à cette étude et qui sont très nombreux. Aujourd'hui, je suis tout seul à la présenter, mais c'est assez important. Donc le cœur de cette étude, c'est s'intéresser au concept de neutralité carbone pour la rénovation. Et on s'est aperçu, au travers de l'étude de 7 cas génériques représentatifs du marché français, que la bonne question, c'est pas est-ce qu'une rénovation est neutre en carbone ou pas neutre en carbone, mais plutôt quand est-ce qu'elle sera neutre en carbone. Et donc l'étude introduit la notion de temps de retour carbone, c'est-à-dire le moment à partir duquel, grâce aux économies réalisées en exploitation et aux externalités positives du projet en termes d'émissions de gaz à effet de serre, vous arrivez à l'équilibre, c'est-à-dire que vous avez remboursé l'investissement carbone initial lié à l'ensemble des matériaux dont vous avez eu besoin, l'ensemble des équipements dont vous avez eu besoin dans le cadre de la rénovation. Et ce qui est intéressant, c'est que, bon, c'était assez difficile à quantifier, mais également, on a eu quelques surprises. Et l'une de ces surprises, c'est de voir que sur ces 7 cas génériques, ce temps de retour carbone, il est relativement élevé si on ne va pas plus loin que la réglementation en place pour les bâtiments existants. Et ce temps de retour carbone, ce temps d'équilibre, il va jusqu'à au-delà de 50 ans, voire 75 ans, pour notre cas le plus extrême sur une rénovation très lourde, plutôt bâtiment tertiaire. Et donc on voit qu'il y a une forme d'urgence à s'intéresser à cet indicateur de temps de retour carbone, pour la bonne et simple raison que sinon, la rénovation n'aura pas un bilan quelque part positif pour l'environnement et ne s'inscrira pas dans la trajectoire nationale bas carbone. Quand on creuse un peu le sujet, on s'aperçoit même que sur cette trajectoire nationale bas carbone, cette question des matériaux entrants, des équipements entrants, elle n'est, à mon avis, peu traitée. Donc il convient assez rapidement de s'intéresser urgemment à cette question de la rénovation bas carbone en interrogeant, on a relevé nous 5 leviers pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de la rénovation et diminuer le temps de retour carbone. Le premier levier, c'est la question de la tacticité, c'est-à-dire s'intéresser à l'équilibre entre préservation de l'existant et performance de la rénovation. Le deuxième, c'est bien sûr la question de la circularité, ce que l'on déconstruit, lui trouver une seconde vie. Le troisième, c'est la question de la matérialité, où là on a pu avoir quelques exemples, notamment sur la table ronde du bas, de réalisation exemplaire, mais dans un contexte de rénovation, ça interroge aussi la dimension patrimoniale de l'ouvrage et aussi son fonctionnement hygrométrique existant. Et les 2 derniers leviers, c'est peut-être les plus fondamentaux, la technicité, qui est la question d'avoir une approche avec un discernement technologique, et on voit que sur nos résultats, le poids des équipements est très prépondérant. En fait, étant donné qu'on a moins de poids liés aux matériaux, on va dire, de grosses œuvres, le poids des équipements est très important et on se rend compte que c'est là où on a le plus de retard et potentiellement là où il y a le plus d'impact caché. Parce que lorsqu'on réalise des études détaillées, on se rend compte que finalement les émissions sont plus élevées que celles qu'on avait imaginées. Et enfin, un 5e levier qui est la question des externalités et qui est très important. Et c'est un peu comme les dispositions qu'ont présenté Laurent Ouvrard juste avant, c'est le fait de s'intéresser à un périmètre élargi et de voir quelle synergie on peut faire avec le voisin. C'est le cas sur l'énergie, quand effectivement on va pouvoir créer ce réseau de chaleur pour le projet d'à côté, mais c'est le cas également sur les externalités positives de la rénovation en termes de déplacement des personnes. Et le plus tôt on arrivera à quantifier et objectiver ces diminutions de gaz à effet de serre liées à ça, le plus complète sera cette approche de rénovation. Et donc voilà, pour conclure, on doit sortir de ce mono-indicateur énergétique quand on adresse la question de la rénovation et prendre en compte vraiment la rénovation sous toute sa dimension environnementale, mais également sur les externalités positives qu'elle peut faire dans un périmètre immédiat. Donc on le comprend, pour arriver à une rénovation réelle bas carbone, il faut donc mettre en place ces indicateurs précis, ce que beaucoup de professionnels finalement appellent de leur vœu. Monsieur Jandot, donc chez Gecina, vous êtes directeur RSE, et là pour le coup en matière de bas carbone, Gecina
fait énormément d'efforts. Je crois que vous n'avez pas besoin, ça se met en route tout seul. Fait énormément d'efforts. Vous êtes particulièrement engagé depuis de très nombreuses années sur le chemin du bas carbone, mais aussi de la rénovation bas carbone. Et c'est intéressant justement d'avoir votre témoignage de terrain. Qu'est-ce que vous avez observé? Quelles sont les difficultés que vous avez pu rencontrer? Oui, donc effectivement, les premières ACV chez Gecina, ça date d'il y a quasiment 10 ans maintenant. Gecina, c'est un acteur tertiaire, 80% de son patrimoine, c'est des bureaux, 20% c'est du résidentiel, pour voilà, un peu plus de 2 millions de mètres carrés d'immeubles et 20 milliards, un patrimoine de 20 milliards, essentiellement en Ile-de-France. Donc on est sur de la rénovation en milieu urbain très dense. Ça, c'est un point important. Et donc les premières ACV, on avait besoin d'un point de départ, logique, pour ensuite s'améliorer. Donc, premier batch, un peu premier lot d'ACV, on se rend compte que les méthodologies ne sont pas tout à fait équivalentes, on se rend compte que la donnée d'entrée est fragile, voilà, au bout de 4-5 ans, on a formalisé justement un cahier des charges type qui nous permet de maximiser la qualité de la donnée d'entrée et surtout des exigences auprès des entreprises avec lesquelles on travaille, qui est de dire, c'est simple aujourd'hui, si vous n'avez pas de FDES ou de PEP, vous ne rentrez pas chez nous. C'est aussi simple que ça. Donc, cette recherche de la rénovation bas carbone et de la réduction de l'empreinte carbone d'un bâtiment après rénovation, elle est au cœur de nos projets et c'est un engagement contractuel vis-à-vis des entreprises qui sont titulaires de nos marchés et vis-à-vis de toute l'équipe projet, voilà, qui est solidaire de ces objectifs-là. Et en faisant ça, donc là, maintenant, depuis 4-5 ans, on se rend compte, alors merci Inès aussi, tout le travail sur les FDES aide bien évidemment à clarifier nos choix, à avoir des choix plus éclairés sur l'utilisation de matériaux et de procédés moins carbonés. Voilà, les ordres de grandeur, parlons chiffres, c'était que voilà, quand on a commencé l'exercice et jusqu'à encore récemment, on était en rénovation autour des mêmes poids carbone que le neuf, c'est-à-dire autour de 1100 kg de CO2 par mètre carré, surface de plancher. Voilà. Ça, c'est les ordres de grandeur. Et depuis 4-5 ans, au fur et à mesure qu'on conçoit nos projets et qu'on scrute à la loupe tous les matériaux significatifs qui sont sur nos projets en allant chercher des alternatives avec FDES ou PEP, on sait aujourd'hui concevoir, et on s'est basé sur la norme et la méthodologie de référence de l'association BBCA, dont nous sommes membres, autour de 700. Voilà. Donc, on voit qu'en fait, en ayant une culture de l'analyse du poids carbone de tous ces matériaux, ce qui n'est pas le cœur de métier, quand même, d'une foncière. C'est ce que j'allais dire, vous avez dû aussi apprendre vous-même de tout ce qui vous entourait. C'est vraiment un projet transformant. Et donc ça, c'est la première jambe. La deuxième jambe étant évidemment de minimiser les émissions de gaz à effet de serre et la consommation d'énergie après rénovation sur un patrimoine en exploitation. Et donc on a mis en place depuis plusieurs années également un temps de retour sur investissement. Et comme on est investisseur, on aime bien marier à la fois l'approche CO2 et l'approche financière. Et en fait, le TRI financier qu'on va chercher sur nos opérations, on le modère en fonction du TRI carbone, voilà, qu'on calcule et qui est censé justement refléter la rentabilité carbone de notre investissement. Voilà. Parce qu'on investit quand on rénove, on réinvestit, au bout de combien de temps on récupère notre mise, et puis sur la durée de vie d'un projet standard de 50 ans, combien on arrive à récupérer. Alors, heureusement, on arrive à des chiffres un peu moins grands maintenant en termes de temps de retour, mais clairement, c'est très variable en fonction du point de départ. On rénove certains immeubles effectivement qui sont en fuel. Vous imaginez bien que le temps de retour, il va être bien meilleur qu'un immeuble dont la source principale d'énergie va être un réseau de chaleur ou du gaz. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment très important pour moi d'avoir de la donnée d'entrée de qualité et une méthodologie homogène. Donc c'est pour ça qu'on a contribué, Gecina a contribué avec plaisir au travail, et on continuera à le faire. On est membre aussi du hub des prescripteurs bas carbone. Et en tout cas, voilà, nous, notre ambition à terme, c'est justement d'arriver à emmener tout notre patrimoine vers zéro émission en exploitation. C'est ce qu'on a appelé notre plan carbone net zéro. Mais voilà, pour des raisons de fiabilité de données, on n'a pas souhaité marier la donnée du CO2 en exploitation avec le CO2 lié aux matériaux sur nos grands projets de développement. Mais j'ai bon espoir qu'à terme, on arrive à le faire. Dès l'instant, on aura plus de données produites par les fabricants.
Mais justement, alors on le sait, on a un manque d'indicateurs, avoir des référentiels précis. Alors au CEREMA, donc justement, vous appuyez en fait les politiques publiques et vous les accompagnez. Et vous dites, vous en êtes bien d'accord, qu'il faut des bons outils, il faut savoir trouver la bonne donnée au bon endroit et avoir des référentiels. Mais j'ai envie de dire, vous avez même envie d'aller plus loin. Il faudrait presque objectiver aussi. Oui, je pense que c'est essentiel pour savoir ce qu'on fait, de mesurer ce que l'on fait sans ambiguïté et d'avoir le courage de regarder, d'analyser pour améliorer, pour optimiser. Alors, on essaie de le faire, mais bien entendu, c'est compliqué. Moi, je suis très content de ce qui vient d'être dit sur cette jauge qui évolue ou ce que vous avez dit avant sur l'ensemble des politiques publiques. L'une des missions du CEREMA, c'est justement à la fois d'être en observatoire, mais pas que, d'appuyer, de porter des solutions. Donc deux axes, vous l'avez dit, à la fois atténuer et puis s'adapter, donc penser les bâtiments de 2050. Mais moi, ce que je veux dire aussi, c'est qu'aujourd'hui, faire mieux, c'est bien, mais faire bien, c'est encore mieux. Et il faudrait réellement, dès le départ, penser non pas à relarguer du CO2, mais à voir comment on peut en stocker. Ce qu'on appelle des émissions négatives, mais qui sont très positives pour le climat. C'est ça qu'il faut privilégier. Première solution sur laquelle le CEREMA pousse beaucoup, c'est les matériaux biosourcés. Et là encore, je suis content du retour d'expérience que j'ai eu juste avant, avec une mise en œuvre de ces matériaux biosourcés et a priori de bons indicateurs. Bon, on n'en est qu'au niveau du projet. Moi, je suis vraiment très intéressé de regarder le relationnel entre la performance et effectivement ces matériaux, les indicateurs de carbone qu'on aura mis dedans, donc mesurer effectivement ce qu'on a. Et dernier point, je pense que la mesure de la performance est un élément essentiel et ce sera un élément essentiel de la rénovation. Souvent, on a des bons projets, mais qui, in fine, n'ont pas nécessairement les performances attendues. Et là, il faut avoir une mesure objective. Objectiver la performance que l'on a in fine, savoir si on consomme réellement moins après. Et donc, on développe au niveau du CEREMA, en partenariat avec le CSTB, dans le cadre d'un projet labellisé au C2E qui s'appelle Profil et Sereine, c'est la partie Sereine, une méthode pour la mesure des performances intrinsèques des bâtiments, c'est-à-dire la performance que l'on donne pour un bâtiment. Pour moi, c'est essentiel, et c'est essentiel de le faire avant. Après, on sait que les bâtiments vieillissent, donc il va y avoir des dilatations, il va y avoir des petites fuites, il va y avoir des évolutions, donc garder la maîtrise de la performance de son bâtiment. Et dernier point sur lequel on travaille, c'est bien entendu aussi comment on utilise soi-même les bâtiments, l'usage, la maîtrise des usages. Et donc on a un programme qui est développé en partenariat avec l'IFPEB, l'Institut de la performance énergétique des bâtiments, qui vise à accompagner les usagers sans faire de grands investissements, sans dépenser beaucoup, comme on est capable de faire un certain nombre d'économies d'énergie. Un exemple, on a mené ça dans des collèges et lycées. On ne peut pas dire que c'est les bâtiments les plus faciles à traiter. Du fait de la population qui est dedans, qui rentre, qui sort, de l'usage que l'on a, on a à l'intérieur de ces bâtiments, en moyenne, sur 550 bâtiments aujourd'hui, des économies d'énergie en moyenne qui sont à 13%, avec toute typologie de bâtiments. Donc instantanément, on est capable de faire sans investissement 10, 15, 20 et on est allé jusqu'à 27% d'économie d'énergie. Bien évidemment, on le sait que finalement dans les bâtiments rénovés, l'usager est au cœur, on en parlera justement juste après. Mais avant, je voudrais revenir, vous parliez des matériaux biosourcés, du bois, des matériaux biosourcés. Alors on le sait, ils sont très encouragés dans le cadre de la réglementation environnementale pour le neuf, mais également pour la rénovation. Alors avant justement de voir comment vous les accompagnez, peut-être Monsieur Cottineau nous rappeler justement en quoi, enfin on l'a un peu évoqué, mais voilà, l'avantage du bois ou des biosourcés, c'est qu'on a ce côté stockage aussi qui est intéressant. Et en rénovation, il y a plein de choses qu'on peut faire avec. Oui, tout à fait. Les propriétés intrinsèques des matériaux bois et biosourcés se résument sur les 3 S, c'est-à-dire la séquestration,
le stockage et la substitution. Donc en fait, c'est effectivement au moment de l'acte de rénovation, tout comme on le fait dans le neuf aujourd'hui au travers de la RE 2020, c'est substituer des matériaux qui pourraient être carbonés par des matériaux décarbonés. Et le gros enjeu finalement de la rénovation sur la partie du bâti, parce qu'il y a tous les éléments dynamiques d'exploitation que vous avez les uns et les autres évoqués et sur lesquels on a, en ce qui nous concerne, peu de levier, c'est le fait de considérer que l'élément du stockage carbone dans la partie du bâti, au travers du bois et du biosourcé, est un indicateur qui est intéressant, puisque finalement, cette enveloppe que l'on va le plus souvent habiller par de l'ITE va finalement être un contenant à carbone. Et c'est ça qui est un levier intéressant. Vous l'évoquiez, Monsieur Arnaud, sur la partie bois et biosourcé, c'est cette notion de stockage et de substitution. Bien sûr. Et alors, justement, au CEREMA, vous l'expliquez, vous accompagnez aussi le montage de cette filière, parce que on le sait, voilà, on a de plus en plus besoin de ces bois et ces biosourcés, mais voilà, c'est encore, c'est le début. Donc, vous accompagnez cette filière et allez-y, je vous en prie. Alors, moi, je dirais pas cette filière, mais ces filières. Ces filières, tout à fait. Parce qu'en fait, il y a une très grande diversité potentielle de matériaux valorisables. Je vais en donner quelques-uns, bien entendu. Enfin, moi, je travaille depuis les années 95 sur la filière chanvre, donc les copeaux, les particules de bois qui permettent de stocker du CO2. Ce sont des particules qui n'étaient pas utilisées et qui ont donné une valorisation du travail des agriculteurs qui travaillaient essentiellement pour la fibre. La fibre peut aussi donner de la laine d'isolation, mais c'est pas le sujet partant. Si on regarde, c'est une toute petite filière, le chanvre. Je crois que c'est aujourd'hui 15 000 hectares. Si on regarde les autres céréales, le colza, le blé et de nombreux matériaux, eh ben, on s'aperçoit que ces ressources, elles existent, elles ne sont pas valorisées. Et je le dis bien, ce n'est pas en compétition, c'est-à-dire que le blé sera valorisé, mais la paille de blé que l'on n'utilisait pas avant, eh bien, on peut l'utiliser et la valoriser dans le domaine du bâtiment. Deux effets. Substitution, on n'utilise pas du sable en échange. Et deuxième effet, on stocke du CO2 sur des grandes durées. Quel temps ? 50 ans, on prend ça de manière forfaitaire, pourquoi pas, c'est déjà bien. 75, 100 ans, souvent je cite cet exemple à mes étudiants, et malheureusement je prenais l'exemple de la forêt de Notre-Dame à Paris, en disant mais quand on l'a construite, on y a mis beaucoup de bois, ça a été très positif pour la planète. Sur quelle durée ? Plusieurs centaines d'années. Malheureusement, entre-temps, le CO2 a été relargué, mais en tout état de cause, on ne peut pas dire que le delta entre la fin de vie et le début de vie est égal à 0. Pendant une grande période, on a stocké du CO2. Le challenge aujourd'hui, c'est de trouver ou d'utiliser des solutions existantes permettant cette séquestration du CO2. Plutôt que d'aller enfouir ça dans des roches ou des systèmes un peu compliqués, regardons quelque chose que la nature fait. Bien sûr. Alors on voit que le monde agricole, le monde du bâtiment, le monde de l'énergie, finalement tout le monde collabore de plus en plus. Monsieur Coutinho, donc on le disait, donc une filière qui se met en marche, et puis aussi des outils qui doivent arriver. Enfin voilà, on parle de plus en plus d'outils de numérique, de hors-site, d'industrialisation, aussi pour aider à massifier cette rénovation. Bien sûr, les filières bois et biosourcés font largement appel depuis très longtemps à la préfabrication, à l'outil numérique. Lorsque l'on parle de BIM aujourd'hui, on se rend compte que nos acteurs industriels sont déjà extrêmement avancés par rapport à d'autres filières, par la façon de faire. Alors effectivement, nos parts de marché étaient beaucoup plus basses que d'autres filières. Donc on est face à un défi d'augmentation capacitaire qui se met en ordre de marche, tiré quelque part par la RE 2020 et des objectifs de rénovation qui pourraient arriver. L'intérêt en ce qui nous concerne, c'est que les industriels qui doivent faire face à des besoins d'investissement sont sécurisés au travers de cette feuille de route qui se dessine, en partie par la RE 2020, mais on doit effectivement avoir pour tous, parce que c'est intéressant, on l'évoquait, pour qualifier la rénovation, avoir des indicateurs, et bien ces indicateurs pour les filières industrielles qui œuvrent dans la décarbonation et d'autres filières qui ont des outils de production plus massifs œuvrent également dans la décarbonation, c'est qu'on puisse au travers de cela aussi avoir des feuilles de route pour les investissements et amener des solutions. Alors effectivement, on parlait de préfabrication ou de hors-site, de numérisation, ce qui concerne les façades d'ITE, ce qui concerne aussi dans l'acte de rénovation la surélévation de un ou quelques étages qui fait partie de la rénovation
coopération parce que ça pourrait être aussi un levier de financement. Alors c'est pas le lieu de la discussion, mais de levier de financement de ce qu'il y a en dessous. Eh bien, il y a toujours besoin de sous à un moment donné. Hein, quand même. On le sait tous. Hein. Voilà, ces solutions de préfabrication, de préparation hors site, de structures légères en termes de poids, eh bien, amènent cette réponse. Donc c'est double bénéfice, amène cette réponse à cet enjeu du carbone. Mais alors vous le disiez, l'important aussi, c'est que finalement c'est toute une filière qui grandit, qui doit se former aussi à ces nouveaux outils. Je vois que vous prenez votre micro, Monsieur Davis, vous êtes d'accord avec moi. Donc l'idée, c'est vraiment ça aussi, c'est que cette nécessité de monter en compétences, donc vous l'accompagnez au CERIMA, mais voilà, plus largement, il faut aussi de l'expérience. Ce que l'on voit dans les projets du programme NZC Rénovation, c'est que souvent, cette question des matériaux biosourcés, elle va résonner aussi avec un terroir, avec une façon de faire, et elle va réveiller des savoir-faire. Des savoir-faire souvent qu'on avait oubliés et que l'on redécouvre par le diagnostic en remettant en œuvre ces éléments. Alors c'est sûr qu'on les modernise, hein, on ne fait pas comme avant non plus, mais c'est assez riche aussi dans la préservation de ce patrimoine et quand ça peut résonner avec l'architecture, c'est encore mieux, quoi. Le biosourcé visible, c'est aussi assez intéressant sur les projets. Mais je voudrais insister sur un point parce que c'est sûr que les filières biosourcées, c'est ultra important, c'est une étape de la démarche très conséquente. Mais dans le cadre de la rénovation, il ne faut pas oublier aussi les autres étapes. Et si on pouvait avoir aussi des filières d'équipements, entre guillemets, décarbonés, qui se développent en lien avec la rénovation, on aurait des leviers qui seraient vraiment très très importants. Donc n'oublions pas aussi la partie équipement qui va peser son poids dans le cadre de la rénovation. Bien sûr. Monsieur Arnaud. Oui, je voudrais appuyer la remarque qui vient d'être faite avant, bien entendu, que les équipements, c'est un point essentiel. Aujourd'hui, la solution vis-à-vis de, par exemple, le confort d'été, n'est pas la climatisation, ou alors c'est le dernier recours. Et il y a plein de solutions d'adaptation au changement climatique, et puis d'amélioration qui sont possibles avant. Je voudrais moi insister sur un point qui me semble aussi essentiel. On a parlé ce matin de crise sanitaire, on a parlé d'énergie, système de ventilation aussi, qui est pour moi aujourd'hui le parent pauvre un petit peu du bâtiment, et améliorer les performances de ces systèmes de ventilation, c'est traiter ou aborder ou anticiper un certain nombre de problématiques vis-à-vis du futur. Celle de la crise sanitaire, bien entendu, on s'est beaucoup posé les questions de comment faire, comment ventiler en cette période-là. Moi, je vais un petit peu plus loin, c'est aussi avec la performance énergétique, une question à se poser, et c'est une optimisation à avoir. Et puis, on rentre dans des zones où on va avoir des zones de pollution à l'extérieur. Moi, quand j'étais tout jeune, on me disait, bon, bah écoute, quand c'est pollué à l'intérieur des bâtiments, il suffit d'ouvrir les fenêtres. Je crois qu'aujourd'hui, on ne peut plus véhiculer ce message-là parce qu'on sait que dans certaines zones, et notamment en zone urbaine, ce ne sera plus la solution demain. Il faut donc travailler d'arrache-pied pour avoir une qualité de la ventilation mécanisée de haut niveau. Marjolaine, vous vouliez rajouter ? Oui, en fait, 2 points complémentaires, si vous me permettez de rebondir. D'abord, je voudrais qu'on puisse travailler sur l'ensemble des solutions biosourcées et géosourcées, parce que typiquement, une des autres solutions qui existent, alors c'est des formations peut-être locales de ma part, moi je viens du Nord-Isère où on construit en pisé, mais c'est quand même un sujet, et je crois qu'il faut qu'on soit très attentif. Il y a une absolue nécessité de faire monter les matériaux biosourcés. Je crois d'ailleurs que l'objectif, c'est passer de 6% de la part des solutions constructives à 20%, c'est ça la trajectoire qu'on... Alors, c'est pas l'objectif, c'est les conséquences que l'on imagine il y a en du tout besoin cas de décarbonation. une vraie capacité à augmenter cette part des biosourcés dans la part des matériaux de construction, mais on se rend compte qu'il n'y aura pas que ça, puisque si on arrive à 20, derrière, il reste encore 80. L'avantage, on l'a dit aussi tout à l'heure, c'est le réemploi de ce qu'il y a aussi sur place, de l'existant. Donc forcément, ça va être un mix aussi de l'ensemble des matériaux. Hein, absolument, et le réemploi, il sera d'autant plus intéressant que selon les solutions constructives, on pourra les démonter et les prévoir pour être démontés et réemployés. Aujourd'hui, on n'a pas encore prévu. Aujourd'hui, c'est prévu pour être démoli, comme j'entendais Julien Hans dire sur la table ronde juste à l'instant. Et là, l'objectif, c'est de faire en sorte qu'effectivement, systématiquement, ça puisse être déconstruit, réemployé, beaucoup plus qu'aujourd'hui, alors que le réemploi est très, très marginal. Et j'ai mangé mon deuxième point que je voulais dire, qui était sur...
On était sur la formation aussi, la montée en compétences Alors de tous. oui, voilà, sur la formation, merci pour la planche. Je vous en prie, je suis là pour ça. Le deuxième point, c'était celui-là, c'est effectivement, oui, la montée en compétences, elle va être absolument phénoménale dans tous les sujets, dans tous les métiers. On voit bien qu'il va falloir accompagner ça, puisque si, encore une fois, si je prends ces chiffres qui sont probablement pas justes, mais de 6 à 20%, ça veut dire que s'il y avait 6% de gens qui savaient installer ce type de matériaux, il va falloir qu'ils soient 20%. Donc il va y avoir une progression incroyable du nombre de gens qui vont être à mettre en face de ces sujets. Des nouveaux métiers à construire et à envisager, plein de Donc aussi d'opportunités d'emploi incroyables. Et la formation, c'est à tout niveau, c'est à tout métier. C'est aussi bien la maîtrise d'œuvre, mais aussi former la maîtrise d'ouvrage aux avantages de ces matériaux, former l'ensemble des corps de métier par rapport à ces nouveaux matériaux. Mais je pense que le monde du bâtiment se forme doucement, en fait, continue, le domaine du bâtiment a évolué au cours du temps. Bien sûr, et il est poussé aussi justement par des acteurs comme vous, j'allais dire monsieur Jandot, parce que l'idée c'est vous l'avez dit tout à l'heure, vous n'êtes pas bas carbone, vous franchissez pas le seuil de ma porte. Pour nos fournisseurs et puis nos collaborateurs, c'est aussi, ça fait partie de la job description, enfin la fiche de poste maintenant, comme on dit. Mais alors, c'était très. Là aussi, on est au cœur de la transformation de ces sujets chez Gecina. Donc en fait, on a commencé par quoi? On a commencé par les acculturer sur le sujet, de la sensibilisation. Tous nos collaborateurs ont fait la fresque du climat, par exemple. Tous nos administrateurs aussi, nos membres de nos conseils d'administration. Donc on a commencé à les sensibiliser. Ensuite, on les a formés. Donc d'abord sur des formations présentielles, relais aussi sur des MOOC qui sont très très bien faits, notamment sur RE 2020, sur des trucs comme ça. Et puis ensuite, là où ça commence vraiment à être super intéressant, c'est quand on est en mode projet. Voilà. Et donc, typiquement, nous, ce qu'on fait sur tout notre patrimoine en exploitation, je vous ai dit tout à l'heure, on vise 0 émission de gaz à effet de serre sur nos 250 immeubles en exploitation d'ici 2030. On est en train de faire ce qu'on fait des SED, voilà, donc simulation énergétique dynamique, ce qui est très commun quand vous faites des grosses opérations de rénovation ou de construction neuve, ce qui est beaucoup moins sur un parc en exploitation sur lequel vous allez faire quelques travaux par-ci par-là. Et alors là, c'était magique, c'était deux mondes qui se rencontraient. D'un côté les financiers, de l'autre les techniques. Voilà. Et on se met ensemble et on se dit, attendez, moi j'ai un plan budgétaire qui fait que je vais mettre tel ou tel niveau de noyer, que ça, à mon avis, ce client-là, dans 5 ans, il va partir parce qu'il est en pleine croissance, il aura besoin de locaux plus gros. Et à côté de ça, on aura des techniciens qui, eux, ne réfléchissent non pas en euros, mais réfléchissaient en gain énergétique et en gain CO2. Et donc c'est comme ça qu'on arrive finalement à se parler. On parlait d'agriculture tout à l'heure, c'est de la fertilisation croisée. Et on a ancré ça chez nous, non seulement évidemment en mettant à disposition des outils et des méthodes, parce que si on ne les accompagne pas dans ce changement-là, il ne se produira pas. Et surtout, on les incentive. Voilà, donc dans les objectifs individuels de tous les collaborateurs Gecina, vous avez des objectifs individuels chiffrés liés à nos objectifs énergétiques et CO2. Alors, ils sont déclinés différemment selon les catégories de métiers, mais quand on fait de la rénovation, voilà, on a un pôle qui fait des grands développements et qui achète des immeubles neufs, des VFA. Ils ont des objectifs chiffrés qui sont alignés sur nos objectifs corporate. On en parlait tout à l'heure, objectif, c'est comme ça que ça peut marcher. Et aussi aller jusqu'à l'usager final. Encore une fois, on leur parlait souvent sur le neuf en disant on leur met des super bâtiments, puis après on a un effet rebond, merci. Mais sur la rénovation, c'est pareil aussi, il faut vraiment acculturer tout le monde. Peut-être le mot de la fin, allez, je me tourne vers vous, puisque vous êtes la seule femme avec moi sur scène. Oui, voilà. Mais on les encadre bien, regardez. Mais je trouve ça bien, ouais, ils ont compris qui était le boss. Peut-être le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est beaucoup d'enthousiasme quand même pour les périodes qu'on a à vivre. Le monde actuel, il fait peur. Le secteur des bâtiments, il est responsable, moi je dis tout le temps, au niveau mondial, c'est 38% des gaz à effet de serre. Donc ça veut dire que vous avez entre les mains, tous autant que vous êtes, là qui nous écoutez, 38% de la solution. 38% de la solution, c'est vous qui l'avez dans les mains et qui pouvez faire en sorte qu'on puisse avancer. Donc chaque pierre à l'édifice que vous pouvez apporter sur ces sujets-là, eh bien effectivement,
Très concrètement, ça change le monde, ça change l'avenir, ça change le futur des générations qui viennent. Donc il ne faut pas hésiter à le dire, il faut être fier de ces métiers, de vos métiers, il faut le dire, il faut le dire, il faut qu'on arrête... C'est une équipe, hein. C'est ça aussi, c'est qu'on est de plus en plus sur un mode... voilà, il faut le partager, il faut le faire savoir, il y a de l'innovation, il y a de l'envie, il y a des choses incroyables qui se passent aujourd'hui. Oui, il y a de la contrainte, mais la contrainte, elle rend créatif. Encore une fois, j'étais à Caen il n'y a pas très longtemps sur une école incroyable où ils se sont mis à utiliser, par exemple, ils sont en bord de mer, donc ils récupéraient des filets de pêche pour voir s'ils ne pouvaient pas substituer les armatures acier par les filets de pêche recyclés pour voir si ça pouvait avoir un impact positif. Ils travaillaient sur la biodiversité marine. En disant, on sait qu'on va avoir par exemple des éoliennes offshore qui vont avoir donc des énormes blocs de béton dans la mer, et bien plutôt que le béton puisse avoir un impact négatif, comment est-ce qu'on peut faire pour qu'ils viennent aider à nicher la biodiversité? Ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient augmenter de 30% la biodiversité marine autour de ces lieux-là. Ce qui est important aussi de souligner, c'est que finalement, on est quand même un secteur où on est en manque de main-d'œuvre. Absolument, c'est pour ça que je dis enthousiasme. Tous ces leviers-là, on a parlé du numérique, on a parlé de... Moi, je vais dans toutes les écoles en disant aux gamins, arrêtez de faire grève le vendredi pour le climat, mettez-vous dans les filières du bâtiment, il y a de l'avenir, il y a de l'innovation et franchement, il y a des choses à faire. Et puis, on a les solutions. Parce que justement, ça c'est très important parce que du fret maritime bas carbone, je ne sais pas si ça existe encore. Par contre, des bâtiments bas carbone, on commence à savoir faire plutôt pas trop mal. Alors rapidement, oui, juste un petit mot. Moi, je voulais aussi dire qu'il y a le bâtiment. On se focalise beaucoup sur le bâtiment, mais il y a aussi, il faut sortir du cadre juste à côté du bâtiment. On en parlait tout à l'heure, évidemment. L'exemple de la nature pour aider la performance des bâtiments, c'est de très bonnes solutions et qu'il faut vraiment penser globalement en y intégrant les solutions basées sur la nature parce qu'il y a des solutions. Vous vouliez un dernier Oui, pour conclure aussi, on a parlé de formation, on a parlé de partage, et donc je précise que les rapports sur la rénovation bas carbone du projet sont disponibles gratuitement à télécharger. Et que voilà, vous pourrez les avoir à l'issue de la séance avec plein de retours d'expérience. Et oui, effectivement, partageons autour de ces questions de la rénovation. C'est toute l'idée de cette journée, d'ailleurs. On partage, c'est un sujet ultra stimulant. La rénovation qui a longtemps été un peu déconsidérée justement dans les écoles d'architectes, d'ingénieurs. Et en fait, en s'y mettant, voilà, c'est très stimulant, voire plus stimulant même que de créer des bâtiments neufs. Et toutes les équipes sont super stimulées par ça en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est vrai que nous au début, quand on a commencé, alors, attendez, il faut arriver BBCA. Mais ils nous regardaient avec des gros yeux, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et là, plusieurs années après, on sent qu'ils ont compris qu'ils contribuent à quelque chose de plus grand qu'eux, entre guillemets, et ils en sont heureux. On a l'avenir de la filière dans nos mains, oui. Si je peux rebondir sur ce qu'a dit Laurent Arnaud, j'ai presque envie de faire un appel à la créativité à la salle parce que je suis 100% d'accord. Il ne faudrait pas qu'on puisse dire juste bâtiment, mais on n'a pas de terme qui dit simplement et bâtiment, et aménagement, et filière de l'immobilier, et machin. On a la ville durable, mais la ville durable, moi qui habite à la campagne, ça me frustre un peu. Donc, j'ai pas un terme que j'arrive à identifier qui permet de réunir tout ça sous un vocable unique. Donc, s'il y a des créatifs ou des idées... Au cinéma, on parle de bâtiment dans son environnement. Ouais, c'est trop long. Il nous faut un mot-clé. C'est pas assez marketing, là. Vous êtes pas là. Il nous faut un mot-clé pour remarquer le truc. Donc, il faut être efficace. Appel à le cadre de vie, non, tout simplement. Cadre de vie, c'est bien aussi. Ouais. Cadre de vie durable. Enfin, bref. Merci beaucoup. En tout cas, je pense qu'on peut vous applaudir pour cette table ronde. Et donc... Avant de nous quitter pour une petite pause, peut-être des questions de la salle. Nous avons également nous avons François qui était intervenant tout à l'heure, mais qui veut déjà poser une question. Alors, comme vous avez parlé, je vais donner la parole d'abord là-bas. Est-ce que j'ai quelqu'un avec un micro qui pourrait venir? Voilà. Et donc, juste... Voilà. Oui, bonjour, Pierre Creveillet d'Aldès. Je voulais rebondir sur l'intervention de M. Arnaud là, qui a souligné l'importance de la qualité de l'air intérieur et donc de la ventilation mécanique. Pour poser une question à M. Davis, je voulais savoir si parmi les externalités que vous avez regardées, vous aviez regardé ce point-là en particulier de la qualité de l'air intérieur et des systèmes de ventilation mécanique. Merci. Très bien, c'est vrai que ce sujet de la santé dans l'environnement bâti et rénové, il est essentiel, vous avez raison de le souligner. Bon, le projet il s'est intéressé
vraiment la question plutôt du bas carbone, mais on a souligné dans le rapport, vous verrez, ces questions des externalités positives, et notamment que le fait qu'en rénovant une passoire énergétique, aujourd'hui sur 1 euro investi, on a 40 centimes d'euros qui sont remboursés, ne serait-ce qu'en frais de santé en moins pour les occupants. Donc c'est vrai pour des. Donc vous avez raison de souligner ce point qui est important. Soulignons tous les co-bénéfices. Monsieur Arnaud, vous vouliez rajouter ? Oui, moi je voulais rebondir, vous donner d'aller un petit peu plus loin. Je pense que c'est assez essentiel parce que, on a très peu de mesures. Le législateur a augmenté la réglementation et impose maintenant des mesures. Moi, le début de mon intervention, c'était ça. Quand on sait, eh ben, on va pouvoir travailler parce qu'on a objectivé. C'est pas du verbiage. C'est réellement aller vers les résultats. Aujourd'hui, il faut qu'on ait des résultats, qu'on ait une culture de résultats. La réglementation impose plus des moyens, elle impose des résultats. Donc c'est le terme de résultat vers lequel il faut aller. C'est la même chose sur la qualité d'air intérieur. On commence par faire deux choses. Nous, les locaux d'éducation ont été entre guillemets visés par la réglementation et c'est très bien. Ben, nous, on a développé un programme pour mesurer d'abord quelle est cette qualité et comment, avec des gestes simples, on est toujours sur des gestes simples qui ne nécessitent pas beaucoup d'investissement, on va pouvoir arriver à articuler qualité d'air intérieur avec performance énergétique des bâtiments. Tout à l'heure, je vous parlais d'usage. Dans l'usage, on y met aussi cette question de qualité d'air intérieur et de ventilation. Parce que, bien entendu, on a des solutions. On ouvre les fenêtres, mais on les ouvre 3-5 minutes vis-à-vis du volume de la salle. Et puis, à certains moments, on va pouvoir jouer sur la ventilation intérieure des espaces. La nuit, pour améliorer la thermique du jour. À un moment donné, quand il n'y a plus les élèves, pour gagner par rapport à la qualité des élèves qui vont arriver ensuite dans la salle. Ce sont des petits gestes, mais qui n'étaient pas faits, qui ne sont pas faits. Et c'est peut-être un chiffre pour compléter, parce qu'on a eu ce... Malheureusement, des fois, on vit dans un monde où on doit faire des trade-offs. Et donc, suite au Covid, on a dû repasser en tout air neuf, voilà, sur toutes nos CTA, là où avant, on recyclait effectivement l'air. C'est simple, hein, c'est 10% de consommation d'énergie en plus. Donc là où on aurait pu s'attendre à un effondrement de nos consommations d'énergie sur notre parc, quand en mai-juin 2020, tous les utilisateurs de nos bureaux sont revenus au travail, en fait ça a vraiment beaucoup grignoté les gains liés à l'inoccupation de ces bureaux. Donc c'est un vrai sujet, hein, clairement, par rapport on a du mal, malheureusement, des fois à gagner sur plusieurs tableaux à la fois. Mais on le fait quand même sur certains sujets. On sait le faire. Je voyais le panneau du booster. Grâce au réemploi, voilà, on peut diminuer assez facilement, en ciblant bien, 10-15% du poids carbone de la rénovation. Ça, on sait le faire. Aujourd'hui, on l'a fait sur plusieurs immeubles. Et idem sur la biodiversité. On parlait de captation. On parlait d'adaptation au changement climatique. Voilà, on végétalise dès qu'on le peut nos toitures d'immeubles et les environnements de l'immeuble. Il y a un vrai sujet par rapport au risque vague de chaleur sur Paris. Voilà, nous, on pense que ça participe au confort des utilisateurs, à la réduction des consommations d'énergie et au bon refroidissement, on va dire, de nos immeubles. Alors, simplement pour dire que, encore une fois, dans l'enthousiasme, mais chaque crise apportant des opportunités, la pandémie, elle nous a quand même permis une prise de conscience incroyable sur ces sujets-là. On a fait des bonds en l'espace d'un an sur la qualité de l'air intérieur qu'on n'aurait pas imaginé possible il y a 2 ans. Et aujourd'hui, du coup, je vois par exemple la création de l'Association française de la ventilation où j'étais au moment de leur lancement. Ça, c'est un très bon signe. Je pense qu'il reste encore des décloisonnements à faire parce qu'il y a 2 mondes qui existent dans le sujet qualité de l'air intérieur. Il y a un monde assez médical, assez numérique, qui ne parle pas beaucoup d'ailleurs au monde qui est plutôt côté professionnel du secteur du bâtiment. Il faut encore faire converger un petit peu les énergies, mais honnêtement, c'est encore une fois des gens qui doivent se rapprocher, des mondes qui se rapprochent. Encore un peu le neuf, la réno, c'est tout pareil finalement. Bien évidemment, peut-être quand même laisser la parole un petit peu encore à la salle sur des questions. Alors je vois l'ensemble des intervenants ce matin sont là, hein. Donc n'hésitez pas. Je vois monsieur là-bas et je vous ai vu après. Et François, je ne vous oublie pas. Monsieur. Oui, bonjour. En fait, vous parliez tout à l'heure de l'important gisement des matériaux biosourcés. Donc la passerelle entre agriculture et bâtiment. Est-ce qu'il existe aujourd'hui des structures, des organismes qui aident, favorisent ce lien entre ces deux secteurs? Voilà.
Me permettre de répondre un petit peu. Alors, monsieur demandait comment est-ce qu'il y a des organismes qui permettent de rapprocher ces secteurs entre le monde de l'agriculture et le monde du bâtiment. Mon propre frère travaille dans un pôle de compétitivité dans le sud-ouest qui est justement autour de l'agriculture et qui font des ponts justement en termes d'innovation, qui accompagnent les agriculteurs vers ces innovations. Au CEREMA aussi, je crois que vous êtes à fond là-dedans. Je veux pas vendre l'établissement, mais vous avez pas mal d'organismes. Aujourd'hui, c'est un sujet qui est bien identifié comme étant un sujet clé et porteur de sens vis-à-vis des objectifs qu'on s'est donnés. Le CEREMA en fait partie. On peut à la fois travailler sur la question technique, scientifique, d'élaboration, d'optimisation des performances et de réglementation. Oui, parce on qu'il n'en faut parle aller pas beaucoup, mais il faut amener l'innovation jusqu'au marché. Bah oui. Aller sur les TRL, on appelle ça, et les conduire jusqu'au marché. En France, on est très bon pour avoir des idées, et de très bonnes idées, mais quand l'idée, elle a démontré sa pertinence, ben on arrête. On a d'autres voisins qui sont, pour le coup, jusqu'au boutiste. Tant que c'est pas au marché, on lâche pas la chose. Nous, il faut qu'on le gagne. Et moi, je fais partie de ceux-là où il faut pas lâcher. Quand on a quelque chose, il faut l'amener jusqu'au marché. Et les il y a des besoins techniques sont extrêmement diverses. En termes d'assurance, j'en ai cité quelques-unes. Il y a le riz dans le sud-est, la balle de riz. Une fois qu'on a récolté le grain de riz, la balle de riz, mais on pourrait parler de la paille de lavande, on pourrait parler des aiguilles de pain. Il y en a énormément. Et oui, vous avez des établissements, dont le CEREMA, qui peuvent vous accompagner. Et à l'UICB, je suis sûr qu'ils ont aussi des... Oui, nous avons à l'UICB comme adhérent l'AICB, qui regroupe les industriels du biosourcé, mais il y a aussi des acteurs tels qu'Interchanvre, si on prend la filière chanvre, qui travaille sur l'ensemble de la chaîne de valeur et des exutoires. Donc il existe des passerelles pour justement accompagner le monde agricole vers l'industrialisation des produits biosourcés dédiés à la construction. Merci beaucoup. Alors, monsieur, une question, vous aviez tout à l'heure... Ah, plus de micro. Ah, il arrive. Donc, assistance à maîtrise d'usage. Je pense qu'il y a quand même un vrai sujet qui nous concerne. On en a beaucoup parlé. Les femmes et les hommes qui sommes ici, on est des humains. C'est le changement. Donc, je suis ravi d'entendre des confrères ingénieurs qui parlent d'usagers et qui disent qu'on peut gagner 13% sur les consommations énergétiques en changement de comportement, jusqu'à 27%. Et juste pour resituer, une rénovation énergétique globale en copropriété, par exemple, ça coûte en France, en moyenne, 20 000 € pour un T3, pour 40% de gain. Je fais un effort, je gagne 13%, je paye 20 000 €, 40%. Donc il y a un petit calcul à faire dans sa tête. Et en effet, le secteur du bâtiment a à faire lui-même un changement, ça ne passe pas que par la formation. La formation, c'est avoir des informations objectivées. Donc les neurosciences prouvent que 20% d'un changement se fait par le rationnel. 80% du changement que moi j'accepterais de faire, c'est l'irrationnel. Donc c'est les sciences humaines, des gens qui ont des compétences en sciences humaines qui savent accompagner ça. Donc en plus de la formation, je vous invite aussi à imaginer le suivi, l'accompagnement du secteur d'activité à réussir à s'emparer de ces nouveaux outils pour lesquels ils ont été formés. Premier point. Et deuxième point, il faut faire changer aussi les habitudes des usagers. Moi, qui habite dans mon appartement, c'est pas parce qu'on m'a fait une rénovation énergétique géniale que j'arriverai à m'en emparer. Et c'est important de ne pas sectoriser le monde du bâtiment, nous, ici présents, du monde des usagers. C'est bon, on a fait une rénovation énergétique, elle est intrinsèquement performante, maintenant l'usager, faites le job. Non, on a l'obligation, nous les professionnels du bâtiment, d'intégrer des sciences humaines pour intégrer le gain usager après une rénovation énergétique. Juste un mot, je voudrais vraiment appuyer sur un point que vous avez cité. Travailler avec les usagers sur les questions de comportement, c'est utile et ça apporte des gains instantanément. Je l'ai dit, je vous invite à taper CUBE, C-U-B-E. C'est un super concours, ça. Voilà, c'est un challenge. Il y a un petit peu d'effet entraînant quand on est en compétition avec ses voisins, avec ses semblables. C'est le premier point. Mais pour moi, le point fondamental, c'est que ce travail-là sur le comportement, il est utile au début. Si on fait des travaux, il sera encore démultiplié après. La réponse de l'ingénieur que je suis, et j'en suis fier, c'est de dire, effectivement, je vais créer un bel outil. Très bien. On bosse, on optimise, on le fait, c'est très bien. Mais celui qui se l'approprie, il faut aussi qu'il l'utilise bien. C'est pas parce qu'on met un conducteur lambda dans une Formule 1
qu'on aura des résultats. C'est la synergie entre les deux qui est essentielle. Et c'est là-dessus que nous travaillons avec de la méthodologie derrière. Je suis complètement d'accord avec ça. Et petit retour d'expérience pour nos 100 000 utilisateurs donc, qui vivent ou travaillent justement dans les immeubles détenus par Gecina. Nous, ce qu'on voit, alors le décret tertiaire pour ça est un formidable cheval de Troie parce que vis-à-vis d'utilisateurs tertiaires qui ont envie d'être bien au bureau, surtout en plus parfois ils ont du mal à revenir au bureau, alors ils ont envie d'être super bien. Voilà, on est en train de leur montrer que le fameux degré c'est moins 7%. Alors bon, c'est pas toujours aussi vrai que ça, mais voilà, on les sensibilise sur le sujet. Bon, l'évolution des prix de l'énergie récemment les intéresse d'autant plus, hein, parce que forcément quand c'est 200 € le mégawattheure, c'est pas tout à fait la même histoire. Et en tout cas, nous, on relève vraiment qu'aujourd'hui, et ce n'était pas le cas il y a 5 ans, les gens sont prêts à transiger un tout petit peu sur leur confort dès l'instant où on sait leur montrer l'impact. Et nous, typiquement, ce qu'on fait, vu qu'on a équipé tous nos immeubles d'IoT pour mesurer les consommations d'énergie en temps réel, c'est qu'on sait leur dire, regardez, voilà, avant, vous aviez un certain nombre d'équipements qui se mettaient en route à 7 h du mat'. En fait, les gens chez vous, ils arrivent à 8 h du mat', ils n'arrivent pas à 7 h. Donc vous gagnez 1 heure là-dessus. Toutes ces opérations de rétro-commissioning après l'occupation de l'immeuble. Et en fait, quand on leur montre l'impact que ça a, non seulement sur leurs factures, ils sont toujours très contents, mais aussi en termes de gain carbone et en termes d'énergie économisée, ça marche. Mais il faut être capable de leur montrer l'impact. Ça, mais voilà, il faut le montrer, la pédagogie, le fait de pouvoir suivre ses consommations en temps réel, voir justement l'impact de j'ai juste éteint les lumières, mais qu'est-ce que ça fait? On l'a vu. Alors peut-être un dernier point, je vais me faire engueuler, on a complètement dépassé le temps, mais en même temps on pourrait y passer la journée, mais c'est ce qu'on va faire d'ailleurs. Mais on a quand même un petit temps de pause, donc peut-être vous vouliez rajouter un petit mot, François, vous avez un micro juste là, regardez. Non, mais oui, juste pour dire que je suis très rassuré de ce qu'on a entendu ce matin, puisqu'on voit qu'on a à la fois les solutions et déjà des approches de résultats tangibles. Bon, soyons objectifs entre nous, ça repose quand même sur une armée de gens hyper passionnés qui sont ici, hyper motivés et qui en font beaucoup plus que pour ce qu'ils sont payés, si je peux m'exprimer vulgairement. Donc si on veut que ça se généralise, il va falloir quand même que la maîtrise d'ouvrage repense aussi le temps et les moyens alloués pour que les concepteurs déploient leur excellence. On parle de sous, je vous avais dit qu'il y avait un truc autour des sous aussi. Hein. Ça, c'était sûr. Je pense, n'oubliez pas que vous avez aussi les architectes et bureaux d'études qui sont là. Alors, allez, monsieur, une petite question. Ce sera la dernière parce que je vais vraiment me faire engueuler après. Alors que je suis quand même sympa. Ce serait dommage. Merci, je vais être très bref. Jean-Yves Berny, je suis formateur et auditeur qualité sur les RGE, surtout sur le système actif. Là, on parle beaucoup, c'est plutôt le futur, mais moi je voudrais parler du présent. On a des actions aujourd'hui, des gisements pour installer des matériaux biosourcés qui sont évidents, il n'y a pas besoin de formation, les filières existent. Il m'est arrivé, alors l'exemple que je vais prendre d'un gisement potentiel qu'on peut mettre en place dès demain, c'est celui des menuiseries. Quand je fais des audits sur les menuiseries, je vois beaucoup de PVC en remplacement, un tout petit peu d'aluminium et très peu de bois. En 2019, on a supprimé toutes les aides sur les menuiseries. Ça me paraît assez idiot. C'est très facile à faire. Alors peut-être un certificat d'économie d'énergie carbonée, hein, mais ma prime rénov'. Voilà, là on veut supprimer ma prime rénov', on se lève un matin, on n'a plus de prime rénov' sur le gaz. Voilà. Demain matin, on peut très bien avoir une prime spécifique sur les menuiseries bois. Merci monsieur. Alors allez, j'avais dit non mais une toute dernière, enfin vraiment. Alors, normalement on n'a pas le droit. Voilà, je suis désolée. Voilà. Effectivement, on peut mettre les menuiseries bois. Je voudrais pas mettre une note un peu pessimiste, mais dans tout ça, en fait, toutes les innovations dont tu parlais tout à l'heure, elles s'appuient sur des techniques anciennes, mais on va les appliquer aujourd'hui et ça va pas se faire sans sinistralité. Et je pense vraiment qu'il faut qu'on soit très très vigilant parce que on en parle, on dit que ça va, ça rejoint ce que vient de dire François, on va
Non, tout le monde ne peut pas y aller tout d'un coup. Il faut vraiment insister sur toutes les formations, mais des formations qui sont spécifiquement adaptées, notamment en matière d'isolation par rapport aux structures bois. On ne fait pas ça n'importe comment. Il faut vraiment des professionnels. De même qu'on disait tout à l'heure que n'importe quel produit ne peut pas aller sur un bâtiment, on a des avis techniques. L'intérêt d'aller de l'accompagner jusqu'au marché, c'est aussi ça, c'est de pouvoir protéger aussi derrière. Non, mais il y a un cadre normatif, il ne faut pas en sortir. C'est une garantie, à la fois de qualité. On parlait de mesures derrière, d'objectiver. Bien entendu qu'il faut maintenir cette qualité. Ce sont des investissements pour le long terme. Et deuxième point, bien entendu aussi, il ne faut pas déroger aux règles. Il faut faire dans les règles qui sont là pour à la fois protéger et accompagner. Donc là-dessus, il faut s'inscrire dans la réglementation existante. Et tous les matériaux, toutes les innovations doivent suivre ce cycle-là. Et l'assurabilité également par rapport aux clients. Ouais, et accepter aussi le temps du diagnostic, qui est assez fondamental pour éviter ces questions de sinistralité ou même de budget complémentaire amené a posteriori, et prendre ce temps de la conception. C'est pas parce que c'est une rénovation qu'on doit avoir moins de temps pour la conception. Et l'importance aussi des nouveaux outils qui peuvent accompagner. Pardon, monsieur. Et de l'anticiper. Nous, un des points clés dans notre secteur, c'est justement de se dire, surtout sur le tertiaire, c'est d'anticiper les mouvements futurs pour justement prendre le temps des diags. Donc nous, typiquement, on a une batterie de diags et à chaque fois, on source, en tout cas, on identifie les meilleurs acteurs, mais sujet par sujet. On a des AMO réemploi qu'on a systématisé, on a des AMO biodiversité pour maximiser le potentiel de végétalisation sur nos actifs. Donc plutôt que prendre des généralistes qui font un peu tout bien, on va chercher quelques hyper spécialistes qui font tout très bien. Et c'est comme ça, je pense, qu'on arrive à tirer le meilleur parti de l'expérience. Et le numérique va beaucoup nous aider aussi, je pense, là-dessus. Marjolaine, vraiment le dernier mot. Vraiment court, mais comme monsieur est auditeur RGE, il sait très bien ce que je vais dire. C'est qu'aujourd'hui, sur la rénovation énergétique, en France, on a à peu près 600 000 professionnels. 400 000 d'entre eux sont des auto-entrepreneurs, des gens qui travaillent tout seuls sans salariés. Donc, intégrer la capacité à installer de nouveaux produits avec effectivement des règles de l'art, des complexités de savoir-faire, il faut leur rendre toutes ces règles-là accessibles, lisibles, faire en sorte que ça fasse pas 400 pages parce qu'ils les liront jamais, faire en sorte qu'ils puissent se former sur chantier et donc pas de temps à remplir des dossiers voilà. Et puis qu'on reprenne par exemple ce qui avait si bien marché avec FIBAD, c'est-à-dire qu'à l'époque on avait fait, c'était en 2008, on a profité d'une baisse d'activité pour dire on va envoyer les gens en formation, on va les aider à aller en formation et on va leur payer les formations, c'est-à-dire qu'ils perdront pas d'argent pour aller se former, parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui quand vous allez vous former, vous n'allez pas sur vos chantiers, vous perdez de l'argent. Et donc, même si vous gagnez en compétences, quand vous avez des clients qui vous disent « j'ai besoin de vous, vous prenez pas ce temps. Donc, il faut aussi qu'on soit là accompagnant avec les professionnels qui doivent installer, sinon tout ce qu'on dit là, c'est lettre morte. Merci vraiment à tous. Vous pouvez les applaudir. Je propose qu'on parte en petite pause. Nous reprendrons à 12h20 dans cette salle où il sera question de transformation de bâtiments industriels, réversibilité d'usage, décret tertiaire, lignes, surélévation de tours et rénovation en copropriété. Merci.